Merci d'avoir choisi Cherifla Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Le énième traditionnel point de presse du ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, s'est tenu hier jeudi 5 octobre dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Suivant ce reportage avec la voix de Amadou Diallo. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de la Défense et des anciens combattants est revenu sur l'acquisition des aéronefs pour l'armée. Avant-hier dans l'après-midi, mais avant d'arriver au balai, je souhaite surtout dire d'où l'on vient. Qu'est-ce qui a amené au balai? C'est qu'en 2015, le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale une loi d'orientation et de programmation militaire au titre de laquelle la prise en charge de la vision du président de la République sur l'armée du Mali est prise en charge. Cette vision-là, c'est une réforme en profondeur de l'armée en termes d'organisation. Cette loi, c'est une réforme en profondeur au titre de la formation. C'est une réforme en profondeur au titre des effectifs. Et c'est une réforme en profondeur au titre des infrastructures et aussi des équipements. Et quand on dit des équipements en termes militaires, ce sont non seulement les armements, les véhicules, mais aussi les aéronefs. Et les aéronefs, c'est quelque chose qui tient tout particulièrement à cœur au président de la République, parce qu'une armée ne peut vraiment être puissante que lorsque son armée de l'air est puissante. Et donc, les avions que vous avez vus, les aéronefs que vous avez vus avant-hier sont ceux qui ont été acquis dans le cadre de la LOPM. Il y en a qui sont des aéronefs de transport et il y en a qui sont des aéronefs de chasse. Alors, de transport signifie que ça transporte les hommes quand on veut déplacer les militaires d'un point à l'autre du territoire. Et les aéronefs de chasse sont ceux qui peuvent être armés pour lâcher des bombes, des roquettes sur l'ennemi. Donc il y a toutes sortes d'armements. Tous les armements que l'on peut avoir sur les véhicules ou dans les mains des soldats peuvent aussi être portés sur les avions et même plus. Et évidemment, tout ça là a été acquis, le président l'a dit, a été acquis sur ressources propres de l'État malien. C'est important que tout le monde le sache. Ça veut donc dire que nous prenons nos choses en main. Le ministre de l'administration territoriale a à son tour informé les hommes des médias sur la date et la tenue des élections communales et régionales et celles du district de Bamako. Ce matin, le Conseil des ministres a statué sur un projet de décret, plusieurs projets de décret pour convoquer le collège électoral à l'effet de l'élection des conseillers communaux dans 59 communes dans lesquelles les élections de 2016 avaient rencontré des difficultés. Également à l'effet d'élire les conseillers de cercle au suffrage universel pour la première fois depuis les changements qui sont intervenus sur cette question. De la même manière, il s'agit également de l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel pour la première fois et d'élire les conseillers du district de Bamako. La date qui a été retenue pour la tenue de ces élections est fixée au 17 décembre. Il s'agira d'élections couplées et sur l'ensemble du territoire. Quant au ministre de l'économie numérique et de la communication, son intervention a porté sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant l'utilisation de l'Internet au Mali. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté 2 textes concernant le ministère de l'économie numérique et de la communication. Le premier texte, il s'agit d'un décret portant création, organisation et mise en place d'un comité de pilotage chargé de la mise en place du point d'échange Internet au Mali. Alors, qu'est-ce qu'un point d'échange Internet? En anglais, communément, ça s'appelle EXP. Il s'agit juste d'un nœud
ou une infrastructure physique permettant aux opérateurs utilisant Internet ou les services Internet d'un même territoire d'interéchanger entre eux en utilisant des accords mutuels dits de peering en anglais, c'est-à-dire sans compensation financière. Je vous explique très simplement. Aujourd'hui en République du Mali, si un internaute d'un abonné local A veut envoyer un message à un internaute d'un abonné B, il aurait fallu que le message transite d'abord par l'étranger avant de revenir au Mali. De même, lorsqu'un internaute veut surfer sur un site web, je dois vous avouer que ces transactions passent d'abord par l'international avant de revenir au Mali. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé de soulager les opérateurs utilisant Internet ou les fournisseurs Internet, ainsi que les consommateurs, d'une part à ce que le trafic soit local et après évolution, le trafic sera sous-régional. Cela permettra d'une part de diminuer les coûts, d'autre part d'accélérer la connectivité du débit et enfin d'opérationnaliser et d'optimiser la bande passante à l'international. Le ministre des Droits de l'Homme, quant à lui, a donné des explications sur les raisons de sa visite à Mopti et à Genève qui font suite à la publication du rapport de l'ONG Human Rights Watch faisant des violations des droits de l'homme. Question verbale sur la mission que j'ai effectuée à la région de Mopti, dont je vous ai déjà rendu compte. On a fait une conférence de presse à mon département, je crois que c'était mardi dernier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Après cette mission, je me suis rendu à Genève, auprès du Haut Commissariat des droits de l'homme, où j'ai rendu compte de les investigations, notamment à travers la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui m'avait accompagné dans ma mission, mais qui désormais est une commission indépendante, créée par une loi de, je pense, décembre 2016, pour la rendre conforme aux principes de Paris, à savoir une commission indépendante avec des ressources autonomes. Donc je vais demander à cette commission de poursuivre ces investigations sur la base du rapport qui nous a été enfin communiqué et pour aller encore une fois voir sur place. Je lui ai demandé si elle avait des photos des charniers allégués ou des fosses communes. Elle n'en a pas. Elle a dit simplement un certain nombre de villages où ces fosses existeraient, mais de fosses communes, ça ne veut pas dire imputable aux forces armées. Donc, il reste encore à prouver, même si fosses communes il y a, il reste à prouver que c'est le fait de nos forces armées contre lesquelles elle a relevé des exactions qui n'ont pas été documentées. Donc, nous sommes convenu que désormais, elle a pris l'engagement qu'elle va continuer ses missions d'investigation et qu'elle nous tiendra au courant de ses rapports avant publication. Ce qui est, pour moi, en tant qu'avocat, le respect élémentaire du principe du contradictoire. Donc nous sommes engagés au gouvernement et c'est ce qui justifie la création de ce département, que personne ne nous a imposé. Je crois que ça traduit une vision et une volonté politique du président de la République et du Premier ministre qui est un militant reconnu des droits de l'homme, de protéger et de promouvoir dans notre pays les droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est revenu sur les temps forts du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali. Production du rapport du secrétaire général des Nations Unies, il y a 48 heures. Donc aujourd'hui même, ce rapport a été officiellement présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'ai participé aux côtés du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Mohamed Saleh Anadif, dans les locaux de la MINUSMA, à une vidéoconférence avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Session au cours de laquelle j'ai délivré un message où les réponses du gouvernement qui sont consignées dans une déclaration officielle qui a été publiée à chacun de vous ici dans cette salle. Donc je n'irai pas trop dans le détail par rapport à cela. Nous regrettons
seulement que le contenu de ce rapport est fait essentiellement l'objet d'une polémique autour d'une seule phrase sur un rapport qui fait plus de 25 pages. Et en lisant vraiment attentivement le rapport, beaucoup d'éléments par rapport vraiment à la situation sur le terrain, par rapport aux efforts des uns et des autres reconnus, mais malheureusement, cette appréciation qui est faite à la fin du rapport indiquant qu'il n'y a eu presque aucun progrès dans le cadre de l'application de l'accord est quelque part une déclaration en tout cas qui nous a troublés. Troublés en ce sens qu'elle nous paraît relativement nouvelle. Hier, le président de la République a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui nous a donné des apaisements en indiquant que, en fait, le rapport, nous le savions, mais je crois que pour le grand public, c'est bon de comprendre que ce rapport évalue l'application de l'accord au cours des mois de juillet, août et septembre. Pour finir, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, donnera le calendrier du Premier ministre d'une série de visites à l'étranger. Activités suivantes. Il y aura des visites bilatérales et multilatérales. Il y aura la visite d'un champ solaire sur le site de la verrerie du Var. Il y aura également une plénière avec la présidente et les ambassadeurs des pays membres du comité d'aide au développement de l'OCDE, au cours de laquelle la stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali sera présentée, suivie d'une audience avec le secrétaire général de l'OCDE. Le Premier ministre aura également une rencontre avec le directeur général de l'Agence française de développement. Il est prévu également une rencontre avec le président de la Commission de l'Union européenne en présence des commissaires européens en charge des actions sur le climat, l'énergie et de la coopération internationale et du développement. Rappelons que ce énième numéro a été très riche et pour la première fois, plusieurs ministres du gouvernement ont pris part à cet exercice. Voilà, c'était le traditionnel point de presse du ministre porte-parole du gouvernement. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, sort de son silence pour tenter d'apporter la réplique aux allégations du site français. Suivant ces récits de Ousmane Sougré. La Cour pénale internationale est depuis quelques jours dans le box des accusés. Des révélations chocs du site français Mediapart sur les pratiques répréhensibles de l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo ont placé la justice internationale en position indélicate. Face à la tempête médiatique, Fatou Bensouda, procureur de la Cour, a décidé de sortir de son silence. Un communiqué publié ce jeudi et signé de la procureure tente d'apporter la réplique aux allégations de Mediapart. Mon bureau a déjà indiqué qu'il n'avait pris aucun contact avec l'ancien procureur de la CPI, M. Ocampo, sollicité aucun conseil de sa part, ni collaboré avec lui au sujet des situations ou des affaires traitées par le bureau ou engagées devant la Cour depuis que j'ai pris mes fonctions de procureur, a signalé Fatou Bensouda en réponse aux déclarations selon lesquelles elle aurait été sous l'influence de son prédécesseur Luis Moreno Ocampo sur certains dossiers. Alors que l'intégrité de la Cour est aujourd'hui remise en question, Madame Bensouda précise que son bureau a toujours travaillé en toute indépendance, impartialité et objectivité dans le strict respect des dispositions du statut de Rome. Par ailleurs, Fatou Bensouda fait savoir qu'une enquête complète va être ouverte sur les allégations publiées dans les médias contre 2 membres de son bureau. Depuis vendredi dernier, des articles parus dans certains médias visent l'ancien procureur de la CPI en se fondant sur 4000 documents, y compris des courriers privés. Eux s'intéressent à des transactions financières privées de M. Ocampo, selon la Cour qui dit ne pas être au fait de cela. Le commandement militaire américain pour l'Afrique a confirmé jeudi matin que 3 de ses hommes avaient été tués au cours d'une opération antiterroriste menée conjointement avec les forces nigériennes. Suivant ce commentaire signé Sadio Sidibé. La mort de 3 soldats américains tués dans une embuscade au Niger a révélé au grand jour la présence des forces américaines dans une région en proie à d'innombrables attaques djihadistes et qui bénéficie d'une forte coopération militaire avec les Occidentaux. C'est la première fois qu'une présence opérationnelle de soldats américains est reconnue dans la zone sahélo-saharienne. Les activités américaines y sont pourtant nombreuses depuis le début des années 2000. PSI, de lutte contre le terrorisme lancé en 2002,
renommée en 2004 thèse CETI, des programmes de formation, d'entraînement et d'équipement. Voilà pour la partie visible. En même temps qu'ils apprenaient la mort de 3 de leurs soldats, les Américains ont découvert que leur pays était engagé contre les djihadistes au Sahel même, frustrés de leurs opérations mises sur la place publique. Et dans ces circonstances, les autorités américaines ont, elles, assuré les services minimums. À Washington, un général a simplement indiqué que les troupes étaient là pour entraîner, conseiller et assister le gouvernement du Niger à faire face seul à des extrémistes violents. Informé de la situation dès mercredi soir, le président Donald Trump n'a lui pas encore fait de commentaires. Et lors du point de presse de la Maison-Blanche ce jeudi, le Niger n'a jamais été abordé. Les Américains continuent ainsi de jouer la carte de la discrétion dans les Sahel, même si la construction actuelle d'une base aérienne pour les drones au Niger devrait renforcer leur implication, voire leur visibilité. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Un commentaire signé Amadou Diallo. Jeudi 5 octobre se tenait la dernière journée d'audition d'un témoin clé au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Philippe Mangou, ancien chef d'état-major des armées de l'ex-président ivoirien pendant la crise post-électorale de 2010-2011, a rappelé qu'à plusieurs reprises, il a tenté d'alerter l'ancien président sur les risques de violence au lendemain des élections de 2010. Philippe Mangou faisait partie des proches de Laurent Gbagbo et pourtant, tout au long de sa déposition, il converse ses distances et décrit avec des mots plats ses rapports avec Laurent Gbagbo. Le ton de Philippe Mangou est beaucoup plus dur lorsqu'il s'agit de parler du SECOS, cette brigade de lutte contre le banditisme composée essentiellement de partisans de l'ancien président, une unité qui selon lui avait dévié de ses objectifs. Philippe Mangou accuse ouvertement Laurent Gbagbo d'avoir violé l'embargo sur les armes pour équiper cette unité en armes de guerre. Au Sénégal, des ministres ont discrètement demandé à des ONG de défense des droits de l'homme qui dénoncent l'esclavage en Mauritanie de ne pas organiser de conférences de presse à Dakar. Dans une rangée de sièges vides, seul Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International au Sénégal, est venu expliquer la situation. La conférence de presse a été annulée 2 fois samedi dernier et ce jeudi afin de protéger les ressortissants sénégalais basés en Mauritanie, explique-t-il. Absent, l'activiste mauritanien Biramada Abeid, figure emblématique de la lutte contre l'esclavage, et reçoit donc discrètement. Il dit comprendre les demandes de l'État sénégalais et critique avant tout l'attitude et les pressions de l'État mauritanien et de son président. Le verdict est tombé dans l'affaire Pierre Péan, poursuivi par Ali Bongo pour diffamation. Ce jeudi, la justice française a condamné l'écrivain au paiement d'une amende de 1 000 €. À l'origine de cette plainte, son livre intitulé Nouvelles affaires africaines, dans lequel le français laisse entendre que le président gabonais était à la base de 2 tentatives d'assassinat de Jean-Pierre Lembumba, directeur de cabinet de son père. Pour les juges, ces passages relaient des accusations très graves formulées sur une base factuelle insuffisante. En revanche, le journaliste a été relaxé au titre de bonne foi pour plusieurs autres passages où il présentait Ali Bongo comme étant le commanditaire de l'empoisonnement de Georges Rawiri, président du Sénat, et d'avoir fomenté un coup d'État électoral lors de la présidentielle de 2009. Des milliers de Togolais manifestaient jeudi à Lomé et en province dans un climat tendu au 2e jour de manifestation pour réclamer des réformes et protester contre le régime de Faure Gnassingbé qui fait face à une importante contestation populaire depuis plus d'1 mois. Gendarmes et militaires ont été déployés en nombre pour encadrer les manifestants et quadriller les principaux carrefours de la capitale. Depuis fin août, c'est la 7e grande journée de manifestation organisée par l'opposition pour obtenir des réformes constitutionnelles et le départ du président Gnassingbé. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Cherifla Télévision. Au revoir.